Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à la 22e, à la 22e édition du festival Livre en Marche. Je tiens à remercier dès à présent Dominique Favario et l'armée de bénévoles qui œuvrent toute l'année pour nous offrir ces beaux moments de partage et de réflexion. En allumant la télévision, en lisant les journaux, des mots flanqués d'images à l'odeur de projectiles véhiculent de fortes émotions, dont le sens peut en être brouillé. Guerre, génocide, immigration, puissance, alliance, réchauffement climatique, anthropocène, la liste est longue. Des conflits éclatent de par le monde. Mais sommes-nous pour autant en 2024 amenés à nous diriger vers une troisième guerre mondiale? Alors qui, comment, par quels moyens, leviers utiliser, évitons-nous de nous y engouffrer? Une locution ancienne nous dit « si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre ». Nos deux invités ce soir, Chloé Ridel. Chloé, vous êtes gardoise de cœur. Vous êtes haut fonctionnaire, spécialiste des questions européennes depuis mars 2023. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Vous avez créé en 2020 avec Nicolas Dufresne de l'Institut Rousseau, ainsi qu'un think tank, la reconstruction écologique et républicaine. D'une guerre à l'autre, publié chez l'Aube, et votre premier ouvrage. Frédéric Ansel, est-ce bien utile de vous présenter? Tout le monde connaît Frédéric Ansel. Mais quelle failloterie! Vous êtes docteur en géopolitique, habilité à diriger des recherches, essayiste, maître de conférences à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient, du conflit israélo-palestinien. Vous venez de rééditer l'Atlas géopolitique d'Israël, publié chez Autrement en 2023. Juré du prix de Brienne, ministère de la Défense du livre géopolitique. Vous êtes en 2015 lauréat du Grand Prix de la Société de géographie. Vous collaborez aux revues Hérodote, Politique internationale, chroniqueur également à l'Express, et fondateur des riches rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer depuis quelques années. Les Voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, publié chez Odile Jacob, est très remarqué. Vous avez remporté le prix du livre de géopolitique en 2022. Ma première question s'adresse à vous, Frédéric. Pourriez-vous nous donner votre définition de la puissance? Comment se déploie-t-elle? Vous écrivez « On ne fait pas de la géopolitique sérieusement sans tenir compte de la géographie et de ses représentations. La puissance se projette. » Oui, merci beaucoup pour cette présentation bien trop charitable. Je vais commencer en me félicitant d'abord de l'invitation, merci beaucoup, et d'avoir comme co-débattante Chloé Ridel, dont moi je ne suis pas un faillot, hein, donc je dis vraiment ce que je pense. Hein, donc ça, parce que je pense que les responsables politiques qui s'intéressent et qui s'intéressent sérieusement aux relations internationales, c'est juste essentiel. Parce que là, je pense qu'il n'y a pratiquement plus de place, plus d'espace strictement national, d'ailleurs sur pratiquement aucune thématique. Mais moi, j'en connais qu'une seule à peu près correctement, c'est la géopolitique. Et donc, je me félicite que Chloé Ridel, parmi d'autres, pas tant que ça, dans la classe politique française, se passionne, et sérieusement pour les relations internationales. Je vais commencer par un peu de poésie. Profitez-en, c'est quand même assez rare en géopolitique. J'aime bien citer le poète Reverdy. Reverdy disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Bon, eh ben, il n'y a pas de géopolitique, il n'y a que des preuves de géopolitique. Et Monsieur Jourdain faisait de la prose d'une certaine manière. Beaucoup d'observateurs font de la géopolitique de manière, me semble-t-il, trop galvaudée. Il n'y a pas, je pense, d'études ou d'observations géopolitiques sans études ou observations du substrat de la géopolitique, c'est-à-dire effectivement la puissance. Alors, 2 points rapidement. D'abord, la puissance n'est pas un terme performativement négatif. Ce que je dis à mes étudiants en Sciences Po chaque année, lors du premier cours, les premières minutes du premier cours, je leur dis que la puissance n'est pas intrinsèquement, par définition, négative. Tout dépend de ce qu'on en fait. Alors, pardon, je n'invente pas grand-chose. En général, j'ajoute qu'un couteau n'a strictement rien à faire dans le corps d'un humain. C'est très utile pour couper du beurre ou de la viande, ou je ne sais pas. C'est pas fait pour être planté dans un ventre. Mais un avion n'est pas fait pour être projeté sur une tour. Bon, alors, c'est pas parce que des imbéciles projettent des avions sur des tours ou plantent des couteaux là où il ne faut pas qu'on va cesser. La puissance, c'est pareil.
Je suis plutôt de ceux qui considèrent que il faut, notamment pour les collectifs, et en particulier pour les collectifs politiques que sont les États, disposer d'une forme de puissance. Donc, deuxième point, non seulement la puissance n'est pas performativement négative en soi, mais on peut très bien projeter de la puissance, parce que la puissance, ça se projette. Il faut que les autres la sentent passer quand même, mais au bon sens du terme. Lorsqu'on évoque plus souvent que jamais le fameux soft power, c'est en gros la puissance ou le pouvoir d'influence, en tout cas tout ce qui ne pique pas et qui ne tue pas, pour faire vraiment très très court, j'y suis à fond favorable. Et je pense de ce point de vue-là que la France, parmi d'autres pays, dispose encore d'une capacité de projection de sa puissance, c'est-à-dire de ses valeurs et de ses intérêts, les deux. Les valeurs faisant partie intégrante des intérêts, me semble-t-il. Il faut les défendre comme si c'était des intérêts les plus triviaux, les plus pétroliers, les plus gaziers. Je pense que nous devons défendre nos valeurs. Je parle des Français et des Européens, parenthèse fermée, on y reviendra. Donc, je pense que cette puissance-là, elle existe bien évidemment de manière tout à fait importante. Mais on ne peut pas se contenter d'irénisme. On ne peut pas ne pas être à minima réaliste. Je dis bien à minima parce que je déteste au dernier degré la réelle politique avec le cas, c'est le cas prussien qui fait bien viril là et qui permet d'absoudre pratiquement toutes les horreurs au monde, et y compris en ce moment à l'est de l'Europe. Je suis de ceux qui considèrent qu'il faut être réaliste, c'est-à-dire tenir compte des réalités, et notamment des réalités en termes de puissance, mais ce n'est pas parce qu'on doit tenir compte des réalités qu'on ne doit pas tenir compte de la réalité principale, qui est la suivante. Les réalités, elles changent. Donc ceux qui font œuvre de réalisme absolu ou d'ultra-réalisme se plantent déjà géopolitiquement au moins sur un point, c'est que les réalités, elles changent. Et moi j'ai vu tellement d'observateurs, la veille du début du printemps arabe, dire, alors de manière plus ou moins polie, de toute façon les Arabes, l'autorité, ils aiment bien. Non mais franchement, en gros, la dictature, chacun ses mœurs, chacun ses... Oui, mais bien sûr. Alors là, si vous voulez, on va en poussant à peine le bouchon, on va, me semble-t-il, vers le véritable racisme consistant à dire, au fond, les femmes dans un certain nombre de pays et de cultures, elles adorent se faire fouetter, se faire exciser. Bon, moi, je suis universaliste. Donc moi, c'est un discours que je déteste. Donc je pense que le réalisme, c'est tenir compte des réalités, mais savoir qu'elles changent, et notamment en termes de puissance. Et deux, ne pas nécessairement s'en réjouir. Et ce sera mon dernier point concernant votre question. Le matin, je me lève, j'écoute la radio et j'entends qu'un attentat s'est produit. J'entends qu'un conflit vient de commencer ou de reprendre. J'entends, pire encore, peut-être que des massacres sont en train d'être... Je ne me frotte pas les mains en me disant, voyons voir. Qui sont mes amis, qui sont mes ennemis dans l'histoire? Qu'est-ce que ça peut bien me rapporter? Voyons voir. Qu'est-ce que ça peut me coûter, cette histoire-là? Non. D'abord, en premier lieu, et c'est même pas le citoyen, c'est le géopolitologue qui vous le dit. D'abord, en premier lieu, je m'en offusque et je tente de tout faire, c'est-à-dire à mon niveau infinitésimal, en général presque rien, mais si tout le monde fait presque rien, ça fait à la fin des fins beaucoup. Je tente d'abord de limiter le plus possible dans l'espace, dans le temps et surtout dans la cruauté, les malheurs qui sont en train d'advenir pour des frères humains. Après, je regarde les réalités. Qu'est-ce qu'on peut faire en fonction, effectivement, des puissances qui existent sur le terrain? Chloé, qu'en pensez-vous? Moi, déjà, quand je vois le titre de ce débat, vers une troisième guerre mondiale, me vient un espèce de puissant vertige. Je me dis, mais quelle est cette folie qui fait que nous en soyons à envisager cette possibilité, alors même que, face à l'urgence climatique, nous n'avons jamais eu autant besoin de coopération et de solidarité entre les peuples. C'est-à-dire que cette urgence écologique, elle crée, à l'échelle internationale, une interdépendance qui est plus forte que jamais, puisque la Terre est un système unique, les pollutions n'ont pas de frontières, et ce que fait la Chine quand elle ouvre une usine à charbon, une mine à charbon, ça nous impacte, nous. Quand on déforeste l'Amazonie, ça nous impacte, nous. Quand l'Allemagne réouvre des mines à charbon, ça nous impacte, nous. Donc, en fait, il faut qu'on trouve à tout prix les moyens de coopérer, de se coordonner pour faire face à cette urgence climatique. Et au lieu de ça, on voit qu'on se fait la guerre, on s'affronte, et on ne respecte plus le droit international, et pas qu'en Europe. Alors justement, vous écrivez « Nous traversons une crise existentielle ».
l'Europe s'aperçoit que son marché n'est plus adapté aux réalités du XXIe siècle. Emmanuel Macron, en 2022, propose le projet d'une nouvelle communauté politique européenne, justement. Qu'en pensez-vous ? Alors, déjà, je voudrais terminer sur l'introduction parce que je dis que ça me paraît fou qu'à l'heure où on a besoin de solidarité, de coopération entre les peuples, on en soit à parler de Troisième Guerre mondiale, mais c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, pour éviter d'aller vers ce qu'on appelle une Troisième Guerre mondiale, encore faut-il en repérer les engrenages. Qu'est-ce qui pourrait nous y mener ? Contrairement à ce qui est beaucoup dit dans le débat public, je ne crois pas que c'est ce qui se passe en Ukraine et le fait que nous aidions la résistance ukrainienne qui nous y conduise. Je pense qu'au contraire, le fait de soutenir la résistance ukrainienne et d'affaiblir la Russie ou de la dissuader d'entreprendre de nouvelles guerres est une des conditions pour éviter une troisième guerre mondiale. Mais évidemment, il n'y a pas que ce qui se passe en Ukraine qui pourrait nous y conduire. Il y a aussi l'espèce de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est d'être plus puissants que l'autre. Et donc, ils investissent dans des nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas du tout le bien de l'humanité en tête. Parce qu'on voit qu'ils se font la guerre toute la journée, la Chine et les États-Unis. Par contre, quand ils viennent à la COP, et quand on discute concrètement de comment est-ce qu'on va sortir des énergies fossiles, eh ben, ils se mettent ensemble, les Chinois et les Américains, pour refuser qu'on sorte des énergies fossiles, pour ralentir les progrès écologiques. Et puis, ce qui pourrait aussi déclencher de nouveaux conflits dans ce monde, c'est la bataille pour s'accaparer les ressources naturelles. Dans un contexte de sécheresse, pour s'accaparer l'eau, pour s'accaparer les métaux rares, les terres rares, pour construire demain nos batteries pour les véhicules électriques, nos panneaux solaires, etc., etc. Donc, pour éviter que des conflits naissent autour de ce besoin de ressources qui sont limitées, il faut qu'on organise la justice dans la répartition de ces ressources. Et pour te répondre, Frédéric, par rapport à ce que tu disais très justement sur les réalistes. Les réalistes, la théorie réaliste des relations internationales, pendant longtemps, ce qu'ils disaient, c'est « si tu veux la paix, prépare la guerre ». C'était ça, leur prescription de sécurité. Pour être en sécurité, il faut s'armer. Moi, je pense que c'est dangereux, en fait, cette façon de voir les choses, et que ça n'a pas produit de paix, que ça n'a pas produit de sécurité. Ce qui produit de la paix, ce qui produit l'ordre durable, c'est la justice. Et donc, nous devons, plus que jamais, être internationalistes, coopérer, être pour l'entraide au niveau international, pour un droit international puissant, pour arriver à créer de la justice au sein des peuples, au sein des nations et entre les peuples. C'est ça la priorité à l'heure actuelle. Il ne faut pas évidemment abandonner le fait de s'armer, puisqu'on est dans un contexte de conflit que l'on connaît. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va construire la sécurité. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire la paix et qu'on va éviter la Troisième Guerre mondiale. C'est en construisant de la justice. Et pour ça, il y a plusieurs leviers qu'on peut actionner. Je peux le détailler dans une deuxième prise de parole pour ne pas être trop longue. Ou je peux continuer. Oui, continuez, Chloé. Ce que je pense, moi, très important, et ce qui n'a jamais été tenté à l'échelle de l'histoire, c'est d'arriver à construire, à l'échelle du monde, la parité entre les hommes et les femmes, déjà. De mettre fin à la domination des hommes pour les femmes. Pourquoi est-ce que ça a un lien avec les relations internationales, cette histoire ? C'est parce qu'on le voit, les conflits guerriers, et on le voit de façon caricaturale à travers le conflit que mène Vladimir Poutine à l'Ukraine. On a parlé de viol de l'Ukraine. Parce que Vladimir Poutine parlait de l'Ukraine comme d'une femme. Et dans une conférence de presse face à Emmanuel Macron, il avait dit à l'adresse de l'Ukraine « Que tu le veuilles ou non, ma jolie, il va falloir t'y faire ». Et donc, Vladimir Poutine veut s'accaparer l'Ukraine comme on s'accaparerait une femme. Et dans les relations internationales, il y a un certain nombre de façons de voir le monde et de concevoir la puissance. La puissance, on dit que c'est une capacité à dominer, à écraser l'autre. C'est une définition de la puissance qu'on dit universelle, mais elle ne l'est pas universelle. Elle est universellement masculine. Alors qu'on pourrait donner d'autres définitions de la puissance. Et je pense notamment à une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hannah Arendt, qui, elle, je crois, a donné la première définition féministe de la puissance. Elle a dit
La puissance, ça n'est pas dominer, ça n'est pas écraser. Vous croyez que vous êtes puissant quand vous faites ça? Pas du tout, parce que vous créez en face une réaction. Être puissant, c'est être capable d'agir ensemble. Et les hommes sont puissants, non pas quand ils se font la guerre, ça c'est l'impuissance au contraire, mais quand ils arrivent à agir collectivement. Et donc, être puissant, c'est arriver à créer du collectif. Et c'est ça que l'Europe doit faire, parce qu'on dit souvent l'Europe doit être une puissance. Oui, elle doit l'être, mais elle ne doit pas être une puissance comme les États-Unis ou comme la Chine qui rajoute du chaos à un monde qui est déjà au bord de l'embrasement. Elle doit être une puissance de médiation. Elle doit être une puissance de réconciliation qui crée de la coopération. Et nous devons, nous, Européens, nous tenir main dans la main avec les pays et les peuples qui sont opprimés, notamment du Sud. Nous devons, dans les négociations climatiques, et nous le faisons déjà, tenir la main à ces pays du Sud qui sont les plus impactés par le réchauffement climatique aujourd'hui, qui souffrent le plus, alors même qu'ils n'en sont pas les premiers responsables. Et donc, voilà, nous avons devant nous tout un chemin à conduire pour imposer une autre vision de la puissance et pour favoriser dans tous les pays du monde le fait que des femmes aussi arrivent au pouvoir. Parce que le fait que les relations internationales soient un monde d'hommes, je ne suis pas sûre que ça contribue beaucoup à la paix et à la fin des conflits. Alors justement, Frédéric, relations internationales, diplomatie, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur justement la diplomatie ? Oui, alors d'abord, je voudrais établir, alors, non pas une nuance. En fait, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit dans le cœur. Alors après, le problème est de savoir si c'est possible ou pas. Je vais être peut-être un petit peu moins pour la beauté du débat, optimiste ou proactif. En même temps, le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la paix, Shimon Peres, m'engueulerait, lui qui disait, au fond, le pessimiste et l'optimiste ont une vie différente alors qu'ils mourront de la même manière. Et donc, il vaut mieux être optimiste. Alors, juste peut-être deux nuances à mes yeux. Les femmes de pouvoir n'ont pas toujours beaucoup d'humour. C'est-à-dire que, bon... Donc, sans remonter à Jeanne d'Arc, alors très très courageuse par ailleurs, mais que Charles VII a fini par abandonner parce qu'il était complètement dingue. Donc il y a un moment où elle voulait continuer à faire la guerre, un moment où lui voulait négocier. Bon, il y a en même temps assez peu de photos. En revanche, sur Margaret Thatcher, il y a beaucoup de photos. Donc sur les Falklands, ou Las Malvinas si vous préférez. Et je vous passe Golda Meir et beaucoup d'autres femmes qui ont démontré qu'une fois au pouvoir, alors elles faisaient pas pire, elles faisaient ni pire ni mieux. Mais je crois que de ce point de vue-là, quelque part anthropologiquement, non, je sais que c'est pas ça que tu as voulu dire, mais moi je dis quand même anthropologiquement, je pense que le pouvoir en réalité, au fond, une fois qu'on en dispose, et puis alors du pouvoir, le hard power, au fond, et quelque part, c'est peut-être presque rassurant, il n'y a plus ni femme ni homme. Et malheureusement, de temps en temps, il n'y a même plus forcément d'humains. Nietzsche disait que les États sont les plus froids des monstres froids, parce que l'État est avant tout une administration. Alors certes, il est dirigé par des hommes, souvent par des hommes, d'ailleurs trop d'hommes, sur le fond, évidemment, je suis totalement d'accord sur ce que tu as dit, de ce point de vue-là, sur la nécessité d'une équité absolue homme-femme. Là-dessus, il n'y a même pas pour moi, en tout cas, il n'y a pas de débat. Après, je pense que le problème est celui du pouvoir, beaucoup plus que celui des femmes ou des hommes au pouvoir. Sur la puissance, oui, avec, alors, à mes yeux, une nuance. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye d'être dissuasif, par définition, on limite l'appétit parfois très aiguisé de gens qui n'entretiennent pas nos valeurs. Et qui, aujourd'hui, comme Poutine, mais enfin, c'est pas le seul dans le monde, se joue sur la potentielle ou réelle faiblesse de l'autre, de celui qui dispose de richesses, par exemple, ou qu'il souhaiterait croquer, se dit, mais en réalité, si ça ne me coûte pas grand-chose d'y aller, pourquoi je ne le ferais pas ? Et de ce point de vue-là, je pense que la dissuasion, par exemple, alors avec un D majuscule, celle qu'on enseigne à Sciences Po, mais qui existe aujourd'hui entre beaucoup de pays sur les 193 qui sont recensés à l'ONU, joue de manière pas favorable. Évidemment, personne ne peut affirmer que les 200 divisions dont disposait Staline en 48, 49, 50, etc., et puis par la suite, auraient été lancées sur l'Europe de l'Ouest s'il n'y avait pas eu l'OTAN. Rétrospectivement, je préfère pas tenter un wargame. Le what if là-dessus vraiment me laisse de glace parce que je pense qu'en fait Staline sera intervenu. Et de ce point de vue-là, on n'a pas le choix que malgré tout de faire en sorte de démontrer à l'adversaire déjà réel ou potentiel qu'il vaut mieux, mais vraiment
Vraiment pas qu'il vienne. On ne lui demande pas de nous aimer. Dans les relations internationales, les sentiments n'existent pas. Et tant mieux, lorsqu'ils existent, c'est l'horreur. Sur les champs de bataille ou dans la propagande, les sentiments, c'est quoi ? C'est la haine et c'est la peur. Bon, donc il y a assez rarement d'amour et d'amitié. Donc il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, il faut pouvoir assurer à l'autre que ça va lui coûter plus cher de le faire que de ne pas le faire. C'est en tout cas humblement le minimum qu'on demande à de la dissuasion. Là où je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, c'est sur les questions de justice. Il est bien évident que si, et le grand professeur et maître Bertrand Badi, Sciences Po Paris, qui a écrit pas mal de bouquins, il écrit récemment les humiliés, le temps des humiliés. Et il dit, mais en fait, quand on est humilié, évidemment, on veut prendre une revanche, on veut toujours plus, on voit l'autre qui est riche à côté ou qui nous a humiliés en nous envahissant, etc. Bon, je ne vais pas trahir sa pensée, mais bien sûr, mais attention, l'humiliation, c'est un sentiment très légitime, mais c'est aussi une représentation, comme le dit mon maître en géopolitique Yves Lacoste, 95 ans, frais comme un gardon, fondateur de la revue Hérodote, dont je vous recommande la lecture trimestrielle. Donc, depuis 75. Donc, une représentation, ça veut dire, attendez, parce que tu as raison de rappeler ce qu'a dit Poutine, d'ailleurs je finirai par ça dans un instant, son virilisme mormoelleux. Mais attention, Poutine et le nationalisme impérial russe ne cessent de parler de l'humiliation de 91 et de la chute de l'URSS que le même Poutine considère, et je le cite de mémoire, il le dit d'ailleurs régulièrement, c'est facile de s'en souvenir, qui a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Lui pense que c'est une humiliation. Alors vous voyez bien où je veux en venir. C'est-à-dire que le problème de l'injustice et de l'humiliation, c'est que malheureusement un certain nombre d'hommes d'État ou de chefs de gouvernement, d'hommes d'État ou de femmes d'État, l'instrumentalisent, ce sentiment parfaitement légitime, à des fins politiques et parfois à des fins impériales. Et là aussi où je serais tout à fait d'accord, c'est sur le virilisme extrêmement dangereux véhiculé aujourd'hui par Poutine, mais il a été véhiculé par Trump, il a été véhiculé par Bolsonaro, il est véhiculé aujourd'hui en Inde. C'est quand même extraordinaire, parce que ça permet quelque part de légitimer auprès d'une partie, alors elle-même plutôt viriliste ou ultra-traditionnaliste de la population russe et d'autres types de populations, de pointer le doigt sur l'Occident décadent, et vous savez très bien de quelle nature nous sommes, nous, perçus comme décadents par le nationalisme impérial russe, à la manière, effectivement, d'une féminisation et d'une homosexualisation. Ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, a constitué l'une des variables de prise de décision foireuse de Poutine. Il a cru que les Européens ne réagiraient pas à son invasion d'Ukraine. Et pourquoi il l'a cru ? Pas pour des raisons économiques ou financières ou militaires, parce que nous sommes intrinsèquement des décadents. Le décadent, il ne réagit pas. Pas de chance, on a réagi. Et donc ce virilisme-là, qui nous a permis d'être gratifiés en 22 ans de pouvoir, de Poutine torse-poil sur un ours face à un ours, de Poutine torse-poil face à un cheval, sur un cheval, de Poutine torse-poil en train de pêcher un goujon par moins 25 degrés, donc finalement du vivagel, parce que je ne vois pas comment le goujon, il peut... Oh, j'en sais rien. De Poutine, pas torse-poil, pas de marque, torse-poil, en train de... Non, forcément, avec un kimono sur un tatami, en train de renverser un bonhomme sur une prise de judo. D'ailleurs, le bonhomme a bien fait de se laisser tomber. Donc face à lui, aujourd'hui, il serait mort. Donc, si vous voulez, tout ça procède d'une rhétorique et d'une posture viriliste qui, je suis d'accord, est non seulement ridicule, mais ça, après tout, il fait ce qu'il veut, mais elle est mortifère et elle est dangereuse. Et je regrette que sur une bonne partie de la planète, malheureusement, j'ai cité quelques pays, on pourrait en citer d'autres, ce virilisme-là revienne malheureusement donc au pouvoir. Chloé, je vous... Oui, merci. Je trouve que le débat est intéressant et en réalité, tout ce débat sur le virilisme dans la théorie des relations internationales est l'objet d'un livre que je publierai l'an prochain. Donc ça me permet d'en faire un peu l'avant-première. Mais super. En fait, merci de m'avoir répondu sur ce point précis parce que ça me permet de développer et de clarifier le propos qui est le mien. Quand je faisais le parallèle, je parlais du virilisme de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des similitudes entre la violence des hommes contre les femmes, séculaires, et la violence des États contre d'autres États. Et ça a partie liée avec ce qu'on peut appeler la masculinité hégémonique, qui est une idéologie et qui peut s'incarner aussi bien dans les femmes que dans les hommes, mon cher. Donc quand tu parles de Margaret Thatcher, c'est le point Godwin. Ça, on me l'a fait tous les jours. On me dit, ah mais oui, mais les femmes, et Margaret Thatcher, elle était... Ben oui, mais une femme, ça peut être sexiste. Une femme peut adopter les codes du pouvoir masculin, comme un homme peut être féministe et adopter des codes du pouvoir dits féminins. En fait,
quand on comprend que le patriarcat, ça n'est pas être un sexe, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui dit ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est une idéologie qui dit ce qu'est la bonne masculinité et ce qu'est la bonne féminité. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi, en droit, les hommes et les femmes, on est tous égaux, nous, dans cette pièce. Et pourquoi, culturellement, les femmes continuent à se faire taper, à se faire tuer, une tue les 3 jours qui meurt dans notre pays. Parce que le patriarcat, c'est culturel, c'est un système de valeurs. Et ça rejaillit jusque dans les relations internationales. C'est pour ça que je dis qu'il faut une parité au niveau des relations internationales, parce que même si effectivement cette idéologie, elle peut s'incarner aussi bien dans des hommes que dans des femmes, statistiquement, du fait de l'éducation différente que l'on donne aux femmes et aux hommes, statistiquement, les femmes ont une façon différente d'exercer le pouvoir. Je veux essentialiser personne en disant ça, mais c'est une réalité statistique. Il y a plus de femmes qui s'engagent pour l'écologie, dans les mouvements de paix, que d'hommes. D'ailleurs, vous parliez d'Hannah Arendt et ça me fait penser à son texte de 1949 quand elle parlait le droit des droits, le droit d'avoir des droits. Hannah Arendt est une penseuse qui m'inspire énormément parce que justement, en écrivant le livre que je suis en train d'écrire, qui va sortir aux éditions Fayard, je commence à faire ma promo, je l'ai lu beaucoup. Parce que j'ai trouvé dans sa réflexion, justement, une définition autre de ce que peut être la puissance. Et c'est pas anodin que ça vienne d'une femme, cette définition, même si elle ne le disait pas comme ça. Mais en fait, le pari qu'elle a fait, Hannah Arendt, c'est incroyable. Elle a regardé, elle a lu toutes les philosophes depuis le XVIIe siècle en Europe. Et elle a regardé pour chacun la définition qui donnait du pouvoir et de la puissance. Évidemment, ce sont tous des hommes, parce qu'à l'époque, c'était des hommes qui étaient édités, qui écrivaient. Mais de Voltaire à Rousseau, à tout ce que vous voulez, ils disent tous, le pouvoir, c'est la domination. Le pouvoir, c'est l'accaparement. Le pouvoir, c'est je prends le contrôle d'eux. Et elle a le courage, toute seule, en 1949, de tous les contredire et de dire, non, la puissance, c'est pas ça, en fait. Quand il y a de la violence, c'est là que la puissance s'efface. La puissance, c'est le contraire de ça, c'est la non-violence, la capacité d'agir et de construire ensemble. Et donc, je pense que cette théorie-là peut beaucoup apporter aux relations internationales, parce que ça peut paraître très théorique, tout ce que je vous raconte. Mais en fait, ça conduit à des prescriptions de sécurité qui sont différentes. Tu as parlé de l'école réaliste, qui disait, qui nous a dit pendant tout un siècle qu'en fait, il fallait s'armer pour faire la paix. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il faut faire la bombe nucléaire, comme ça permettra d'éliminer les conflits du monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film Oppenheimer qui est sorti en début d'été. C'est un film magnifique qui montre ça. Les mecs qui ont inventé la bombe nucléaire, ils avaient vraiment l'impression d'avoir enfin trouvé la solution pour faire la paix dans le monde, quoi. L'équilibre de la terreur. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ça n'a jamais empêché la guerre, et au contraire, ça renforce les risques qu'encourt l'humanité. Donc, quand on a compris que, en fait, c'était pas par l'équilibre de la force et de chercher à dominer l'autre qu'on allait obtenir la paix, mais justement par la justice, par la construction de sociétés plus inclusives, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les enfants, pour les vieux, pour les handicapés, que c'est comme ça, en fait, par la justice généralisée au sein des peuples et entre les peuples, qu'on allait vraiment réussir à construire la paix. Ça me semble être l'avenir de la géopolitique des relations internationales. Malheureusement, on en est encore bien loin. Oui, c'est surtout les tout derniers mots que j'approuve. C'est-à-dire que j'adorerais que cela fût possible dès maintenant. Plus tard, je ne sais pas, je ne suis pas du tout prophète, et j'espère que cet espoir, d'ailleurs, que je partage aussi humainement en tant que citoyen, un jour s'établira face à Staline. Les questions de justice, d'abord le terme même de peuple, de volonté populaire, de volonté nationale, d'égalité homme-femme, je t'en parle même pas, mais là-dessus je pense qu'on sera d'accord, n'avait strictement aucune valeur. Face à un Staline, ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, je m'empresse immédiatement de dire que face aux fascistes, quels qu'ils fussent, ça n'a aucune valeur. Et face à l'absence
d'humanisme au sens très large du terme. Tout le monde n'est pas censé respecter les critères de Copenhague tout de suite maintenant. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais face au substrat à minima, encore une fois, j'essaye de parler en toute humilité du respect des droits de l'homme eux-mêmes à minima. En face, quand vous avez un rejet cynique et total de ça, vous n'avez pas le choix, sauf à vous ouvrir à la guerre, à l'esclavage, voire à la mort. Et par conséquent, bien sûr, je ne suis pas, vous l'avez compris, de ce courant ultra-réaliste ou réaliste. Je m'inscrirais dans une forme d'équilibre géopolitique. C'est-à-dire que, et c'est la définition sûre, au sens le plus académique du terme, tu me posais tout à l'heure la question, la puissance, c'est faire, empêcher de faire et refuser de faire. Bon, ça, c'est la définition sûre. Alors, je pense que pour faire, il faut avoir du soft power, il faut être fort sur ses valeurs, il faut effectivement essayer de faire en sorte que le moins d'injustice possible prévale, d'abord ici, évidemment, mais enfin à l'extérieur des frontières. Et puis, très rapidement, on en arrive aussi, parce que je pense qu'en fait, c'est un équilibre, le soft et le hard, à se défendre, à la dissuasion. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde... Alors là, je parlerai un tout petit peu comme, parce que pour l'instant, on évoque la géopolitique très, très générale. Il se trouve que je suis aussi extrêmement patriote, c'est-à-dire donc pas du tout nationaliste, on est bien d'accord, donc patriote, et que je pense que notre pays a plein de choses à dire dans le cadre de l'Union européenne, et j'espère qu'un jour, l'Union européenne sera de plus en plus forte politiquement et militairement, on n'y va pas, je l'espère quand même. Et juste pour vous dire une chose, c'est que la France dispose aujourd'hui d'un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés et 1,5 million de nos concitoyens vivent dans la fameuse grande zone géopolitique qu'on peut dire contester, c'est une représentation Indo-Pacifique. Bon, 1,5 million de citoyens à défendre, 11 millions de kilomètres carrés à défendre, des zones économiques exclusives extraordinaires. Il ne vous aura pas échappé que dans cette gigantesque Indo-Pacifique, au moins une puissance, deux en réalité, peut-être 3, 4, mais enfin au moins une, ça c'est certain. Je ne la mentionnerai pas, je ne dirais pas que c'est l'empire du milieu, pas de polémique. Non, franchement, je veux dire, c'est la Chine et l'Inde, puis d'autres puissances, montent en force avec des revendications. Ce sont parfois, notamment pour ce qui est de la Chine et de la Russie d'ailleurs, des puissances qu'on appelle, comme la Turquie, des puissances qu'on appelle révisionnistes, qui veulent réviser des traités qu'elles considèrent comme ayant été comme négatifs pour leur retour ou pour leur remontée en puissance, bref. Et si ça doit passer par des terres européennes ou françaises, y compris par la force, je ne suis pas d'accord. Alors, je vous rassure, les Chinois se foutent complètement qu'Ancel soit d'accord ou pas avec eux. Mais je suis de ceux qui considèrent que la loi de programmation militaire, pour parler un peu pour un chiffre, adoptée par Emmanuel Macron, enfin adoptée par le Parlement, mais impulsée par le président de la République, chef des armées, aux yeux de la Constitution de 58, elle marque un coup d'arrêt à un véritable déclin. Il y a un moment, une limite, une ligne rouge, un seuil critique en deçà duquel on ne peut plus être crédible. Et je pense que de ce point de vue-là, au regard des valeurs qui sont celles de la République française, je ne vous dirais pas ça si on était dominé par Vichy. La République française aujourd'hui et l'Union européenne me semblent porteuses de valeurs qui, moi, me plaisent, on peut toujours améliorer, mais enfin, face à des régimes qui, dans l'Indo-Pacifique, en Russie et ailleurs, ne me plaisent pas, ne correspondent pas à ces valeurs-là. Donc, à minima, je pense qu'il faut aussi, malheureusement, mais je le dis avec force et vigueur, avec beaucoup de conviction, continuer à mettre des sous, à mettre des moyens dans notre défense. Alors justement, j'ai une question par rapport à... Le 24 février 2022, le président Vladimir Poutine lance une offensive militaire sur l'Ukraine. La guerre éclate. Lors d'un entretien, Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, sous Gorbatchev, écrivait et émettait cette idée. Pour accélérer le processus de paix en Ukraine, il faudrait dès maintenant lancer des perspectives positives, un plan Marshall à destination de l'Ukraine. Alors justement, qu'en pensez-vous ? Exactement. Si tu me poses la question, je vais répondre avec un sourire un peu amer. C'est marrant, cette proposition, elle intervient en pleine guerre, au moment où en droit international, il y a un agresseur et un agressé, et où l'agresseur s'est payé le luxe de perpétrer des crimes de guerre. Des crimes contre l'humanité, on n'en sait rien. Des crimes de guerre, c'est parfaitement établi. Oui, alors attention, non, tu as raison. C'est établi par des ONG, c'est pas encore établi par toutes les instances. Par certaines instances, mais pas par toutes. Donc, tu vois, je vous dis ça pour être très prudent, pour pas que vous croyiez que je suis particulièrement d'un camp ou d'un autre. Je pense que là, très franchement, Poutine n'a vraiment aucun humour. Et aujourd'hui, dire ça, proposer ça à la Russie, c'est valider
quelque part, sont l'état des forces et quelque part aussi peut-être son opération militaire qui n'en est pas une tout en l'étant sans l'être à moins qu'elle ne le soit, c'est-à-dire en fait la guerre très concrètement et une guerre d'annexion. Et je pense que dire ça par ailleurs, donc lui il va s'en satisfaire parce qu'il a croqué 20% du territoire ukrainien, même s'il a raté son objectif originel stratégique qui était de prendre Kiev et de dégager ce qu'il appelle les nazis au pouvoir. Bon, ça évidemment c'est raté définitivement, moi je m'en réjouis infiniment. Enfin, il a quand même, il occupe 20% de territoire ukrainien. Et dire ça, proposer un plan Marshall aujourd'hui aux Ukrainiens, c'est-à-dire déplacer le débat du politico-militaire à l'économique, puis en plus à des très bons souvenirs en Europe, c'est sympa, 47, 48, on a remonté l'Europe grâce à l'argent américain, non, mais d'accord. Mais donc ça veut dire que l'éléphant dans la pièce, on ne le voit plus. Donc on s'intéresse à autre chose. Je ne sais pas, comment dirais-je, pour rester poli. Je pense que, c'est pas le moment. 2, c'est très clairement cette idée, bon, je ne sais pas si j'ai pas lu cette idée, si elle a été dite comme ça, ces termes-là, aujourd'hui, sont à la limite de la dignité et de la décence. Voilà. On est en pleine guerre. Je pense qu'il faut, à tout le moins, sans risquer nécessairement une guerre avec la Russie, je ne suis pas un jusqu'au-boutiste, mais au moins faire en sorte de démontrer à l'agresseur actuel, et surtout, lui, je pense que c'est foutu, mais les autres, potentiels, pardon, je reviens à la dissuasion, aux autres agresseurs potentiels, que ce soit en Russie ou ailleurs d'ailleurs, sur les autres continents, que ça peut leur coûter très cher sur le plan économique, technologique, éventuellement énergétique, que sais-je encore, y compris de la part de l'Europe, de perpétrer ce genre d'agression. Donc moi je pense que franchement, pour l'instant, ce débat n'a pas lieu d'être. La seule chose permanente dans le monde est le changement. C'est une pensée philosophique chinoise. Où allons-nous, Chloé? Vers quel changement? Todo cambia, c'était une grande chanteuse péruvienne qui chantait cette chanson magnifique. Tout change. Où allons-nous? En fait, personne ne le sait. Et il n'y a pas de changement qui nous dépasse comme ça. On a une prise sur le monde, nous les êtres humains. On a tellement de prise sur le monde qu'on est capable aujourd'hui de changer le climat. Donc, l'avenir de l'humanité et puis l'avenir de la planète et du monde vivant, il est entre nos mains. Et c'est maintenant qu'il faut décider pour notamment, si on s'intéresse juste à la question climatique, à ce que nous vivrons, enfin, au climat du siècle prochain. C'est-à-dire que dans ces 10 prochaines années, il faut qu'on fasse ce qu'on n'a pas fait dans les 40 précédentes sur la question climatique. Donc là, il y a... C'est vrai, beaucoup de choses qui sont en train de changer. Ce n'est pas une époque facile qu'on vit, il n'y a aucune époque facile. Mais moi, je parle pour ma génération. Moi, j'ai 31 ans, je suis née en 91. Et donc, j'ai grandi dans une décennie plutôt optimiste. En tout cas, j'avais l'impression, plus qu'aujourd'hui. Et ensuite, à l'âge adulte, j'ai traversé les crises. D'abord, la crise économique, et puis ensuite la crise de la dette, et puis ce qu'on a appelé la crise migratoire, et puis ensuite le Brexit, et puis ensuite la pandémie, et puis l'urgence climatique. Donc en fait, ma génération, je crois, a une tâche non seulement de déconstruire le monde qui n'a pas fonctionné, mais de reconstruire un autre monde derrière. Et c'est quelque chose de très enthousiasmant, et pour ça, il faut essayer d'avoir les yeux les plus ouverts possible. Tu parles de changement. Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il y a des grands changements géopolitiques, puisque c'est aussi le thème de la discussion. On dit c'est les pays du Sud qui tout d'un coup s'affirment, c'est l'Occident qui perd sa suprématie. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, l'Occident. Moi, je préfère parler d'Europe et des États-Unis, parce que l'Europe disparaît totalement dans le terme d'Occident. Et Occident, je ne sais pas comment le définir. On dit l'Occident, c'est les pays de culture européenne. Et parfois, on met dedans le Japon, la Corée du Sud, le Chili. Ou alors, on dit l'Occident, ce sont les démocraties. Oui, d'accord, mais l'Inde est une démocratie, bon, fragile. L'Afrique du Sud est une démocratie, bon, ils ne sont pas dans l'Occident. Et puis, dans l'Occident, entre les États-Unis, l'Europe, le Canada, on n'a pas tous les mêmes intérêts, les mêmes priorités. Donc, je pense qu'il faut totalement exploser cette notion d'Occident, qui est beaucoup trop utilisée en relations internationales et en géopolitique, et qui non seulement ne veut rien dire, mais qui en plus mène à la disparition géopolitique de l'Europe. L'Europe est en position subalterne dans cette notion d'Occident. Donc il faut qu'on s'émancipe de cette notion-là, il faut que l'Europe joue son rôle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quel devait être le rôle que je pense que l'Europe doit tenir.
une puissance autonome, mais une puissance de paix, de médiation, qui construit de la solidarité, de la coopération. À la fin, on aura fait ce qu'on pourra. Mais je pense que nous devons être en Europe, nous les Européens, et ce sera notamment un des sujets des prochaines élections européennes le 9 juin prochain, être le camp de la paix, du respect du droit international. Et quand on veut faire de cette guerre en Ukraine l'histoire d'un camp contre un autre, comme si on était toujours au XXe siècle, à l'époque de la guerre froide, où en fait l'Inde ou le Brésil nous expliquent qu'ils ne condamnent pas à l'ONU l'agression russe parce que vous comprenez, en fait, c'est qu'une histoire entre les États-Unis et la Russie. Enfin, moi, ça me désole totalement, quoi. C'est une histoire de respect du droit international. Vous ne pouvez pas, à juste titre, condamner les États-Unis parce qu'ils envahissent l'Irak. Vous avez raison de le faire, mais à ce moment-là, il faut aussi condamner la Russie quand elle envahit l'Ukraine. Sinon, on va où, quoi? Avec une géopolitique comme ça, qui s'assoit sur le droit international en permanence, on va vers 4 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Donc, mon obsession, c'est de rénover la théorie des relations internationales, et c'est ce que je vais essayer de faire dans mon prochain livre, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer aussi ce soir, parce que je pense que c'est notamment la tâche qu'il y a devant nous pour essayer d'avoir un monde un peu plus coopératif, un peu plus juste, et en fait où on puisse encore croire au progrès, parce que moi je suis engagée en politique, tu l'as vu, tu l'as dit au début, depuis pas longtemps. Et quand on s'engage aux politiques, c'est parce qu'on croit au progrès, à la possibilité d'un progrès, et qu'on a envie de regarder dans les yeux les enfants qu'on aime. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux que j'aime, et j'ai envie de pouvoir regarder mes neveux, les enfants que j'aime, et de leur dire « ta vie sera meilleure que la mienne ». C'est pour ça qu'on s'engage. Et quand on voit ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, on a l'inquiétude de ne pas peut-être être capable de dire aux enfants qu'on aime « tu vivras mieux que moi j'ai vécu ». Donc voilà, la tâche devant nous est grande, mais je crois qu'il faut avoir un pessimisme de l'intelligence, mais toujours un optimisme de la volonté. Tu parlais d'optimisme, pessimiste tout à l'heure. Quand on a le pessimisme de l'intelligence et le pessimisme de la volonté, c'est juste de la servitude volontaire. Donc soyons optimistes. Oui, moi-même qui ai 1 an de plus que Chloé... Ouais, tout, je te remercie, non, mais je rêve. Tout le monde n'est pas très charitable dans cette salle. Il faut au moins faire semblant. Oui, il y a plein. Enfin, je souscris à plein de choses. Sur l'Occident, fondamentalement, effectivement, en soi, n'a pas beaucoup de sens, mais il met en relief quelque chose qui est, alors, encore plus foireux d'un point de vue géopolitique, c'est le Sud global. C'est quand même très désespérant que cette espèce de concept, je n'ai pas d'autres termes, très très paresseux, soit aujourd'hui, fasse un peu aujourd'hui les gros titres, parce que dans le Sud global, vous avez des États qui sont techniquement en guerre, notamment dans le Cachemire, la Chine et l'Inde. Enfin, c'est absolument aberrant de les mettre dans le même sac. Ça n'a strictement aucun sens. Certes, tous les deux s'abstiennent lorsque les Américains font quelque chose. Oui, enfin d'accord. Je rappelle quand même qu'en 2005, l'Inde a signé un accord de coopération nucléaire militaire avec Washington. Enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il n'y a pas de Sud global. Même les BRICS, d'ailleurs, ressemblent franchement pas à grand-chose. Et de ce point de vue-là, alors je te rejoins, je l'appellerai pas ça l'OTAN. Au fond, je veux dire, c'est l'OTAN plus... Bon, là, c'est extrêmement cohérent. Mais dans l'OTAN+, on est complètement subalterne. Et il y a dans les rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer, tu m'as fait l'amitié de rappeler que ça existait. Les 8e rencontres viennent de se produire dans cette très belle ville du Calvados. Je vous invite aux 9e rencontres en septembre prochain. On ne paye pas, on ne s'inscrit pas, ce n'est pas une annonce commerciale. La thématique sera la suivante, les femmes face au pouvoir. Voilà. Donc la dernière, là, le grand témoin, je peux le citer, l'amiral Finaf qui a dirigé l'école de guerre et qui est une partie de la flotte de guerre française, disait quelque chose d'extrêmement juste. À une question de quelqu'un lui demandant si au fond c'est pas à la fin dans cette guerre en Ukraine, si c'était pas les Américains qui allaient tirer les marrons du feu, il a répliqué, je le cite mot pour mot, oui bien sûr, parce que nous Européens sommes assez couillons pour les laisser faire. Fin de citation. Et je suis très sur cette ligne-là. C'est-à-dire que je pense que l'Europe politique, l'Europe économique a bien marché. Le traité de Rome de 1957 n'envisageait, je crois, même pas une telle intégration, à la fois géographique et en termes, qualitative. Donc tout ça, ça marche franchement assez bien. L'Europe politique, je pense qu'elle doit se faire. Sinon, chacun de ces États
qui la composent disparaîtront du radar des puissances. Et ça, et pour la France et le Royaume-Uni, sera tragique parce que nous avons encore la représentation, dont je vous répète qu'elle m'est sympathique, de puissance parce qu'on a des choses à défendre, etc. Mais si on ne va pas vers plus d'Europe politique, bien évidemment, nous disparaîtrons en tant que puissance, hein, pas en soi, si ce n'est déjà fait. Donc je pense qu'on est à la 23e heure à ce niveau-là. Après, juste pour conclure, pour ce qui me concerne en tout cas, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que que les valeurs que nous défendons, très majoritairement en France et en Europe, procèdent, je l'ai dit, je finirai par ça, procèdent de nos intérêts. Hein, ceux qui disent oui, mais d'un côté il y a les intérêts, mais enfin après les valeurs, écoutez, hein, voilà, l'important c'est le gaz, le pétrole, etc. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. En réalité, si on ne défend pas nos propres valeurs, pourquoi? Tiens, question à la cantonade. Pourquoi lutter contre les terroristes au fond si on fait comme eux? Vous voyez bien où je vais en venir. Si on fait comme Poutine demain sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur l'Italie, après tout, pourquoi critiquer Poutine en Ukraine? Donc vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Oui, on défend aussi un certain nombre de valeurs. Alors on ne défend pas en envoyant des canons, des chasseurs bombardiers, etc. D'accord, très bien. Bon, encore que, une posture qui ne me gênerait pas beaucoup d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on ne peut pas le faire pour des raisons morales et techniques. Mais vraiment, n'oublions jamais de ne pas confondre la géopolitique avec le cynisme. Et mon dernier mot là-dessus, en tout cas pour ce qui me concerne encore une fois, sera en guise de pensée pour nos frères de destin arméniens. Parce que là, je veux dire, on a très clairement un déni d'humanité, un déni de réalisme au sens humaniste et humain du terme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat en droit international sur l'appartenance, oui, non, du Karabakh, dont vous savez que Staline, cette espèce de... en 1921, et encore j'aurais été trop poli, donc c'est même pas la peine de l'insulter, en 1921 a fait en sorte de diviser pour mieux régner, il l'a mis dans la République d'Azerbaïdjan, donc du coup en 91, quand l'URSS explose, oui, l'Azerbaïdjan se retrouve avec le Karabakh dans ses frontières, finalement. Sauf que c'est peuplé d'Arméniens. Et qu'il y a un principe fondamental dans la Charte des Nations Unies 45, c'est que tout peuple a droit à l'autodétermination. À commencer par une autodétermination qui lui permettrait de ne pas se faire amplement casser la gueule. Et ce ne serait pas la première fois depuis la nuit des temps. Donc je voudrais vraiment, en tant que géopolitologue, pas citoyen, je ne suis pas du tout d'origine arménienne, avoir une pensée géopolitique aujourd'hui pour les Arméniens. Merci pour les Arméniens. Mais alors justement, cette alliance d'Israël avec l'Azerbaïdjan, comment l'expliquer ? En 2 mots, et après je vous laisserai la parole. En 2 mots, MAUX pour le coup, parce que alors là, ça fait très longtemps que j'ai fait ma thèse de doctorat sur Jérusalem, à un moment où Chloé n'était pas née de loin, ça va, vous me l'avez fait comprendre, c'est bon, donc voilà. Donc, si vous voulez, si vous voulez, le soutien d'Israël à l'Azerbaïdjan, en fait, c'est l'illustration chimiquement pure de 2 choses. Donc la réelle politique, puisque l'Azerbaïdjan entretient des rapports catastrophiques avec l'Iran, voisine, l'Iran reprochant à l'Azerbaïdjan de permettre à des agents du Mossad de s'infiltrer de temps en temps pour faire un petit feu d'artifice en Iran, notamment dans les installations nucléaires. Bon, et par ailleurs, l'Iran craint beaucoup un irrédentisme azéri, au sens azérophone du terme, puisque vous le savez sûrement, l'écharpe nord-ouest de l'Iran, là, Tabriz et toute cette région-là, est azérophone. Bien. Donc là, on a vraiment des relations cata. Donc pour Israël, c'est pain béni. On est amis avec le balcon donnant sur nos ennemis, très bien. Et puis, c'est aussi donc c'est la réelle politique, d'ailleurs que ce soit pas souci par le gaz naturel, etc. Et puis, c'est aussi l'illustration d'autre chose, du fait que, et là, c'est peut-être plus sympathique, que réellement, définitivement, mais je vous en prie, vraiment, faites-moi juste un peu plaisir. Si vous n'avez pas d'autre raison pour le faire, ne croyez jamais à cette ânerie absolument monstrueuse du choc des civilisations. Mais c'est complètement crétin, quoi. C'est crétin d'un point de vue géopolitique et moralement, d'un point de vue instrumental, en plus, c'est cata. Mais c'est idiot. L'Azerbaïdjan est un État musulman, dont l'immense majorité de la population est d'extraction musulmane et chiite, a fortiori, soutenu par un État très majoritairement juif, et donc les deux entretiennent d'excellents rapports. L'Azerbaïdjan entretenant, je vous le répète, des rapports catastrophiques avec l'État chiite par excellence à côté. Et des comme ça, je peux vous en donner beaucoup, mais puisqu'on n'a plus que 2 heures pour le débat, je vais m'arrêter. Tu commences à fouetter, là. Hein. Tu voyez ? Non, mais je voulais juste vous donner un autre. Moi, je discutais récemment avec des diplomates dans un pince-fesse au ministère de la Défense, avec des diplomates vietnamiens. Alors, c'est marrant, parce que quand vous leur dites, c'est rigolo, quand vous leur dites, mais
vous n'êtes quand même pas rancunier. Monsieur Biden est venu à Hanoï. Il a été, pourquoi je dis ça? Il a été reçu en grande pompe. Bon, il a parlé de John Wayne et de. Bon, en tout cas, il était reçu en grande pompe. Et à Hanoï, bon. Et le Vietnam vient d'entrer dans une nouvelle. Alors, c'est pas une coalition, mais c'est un pôle diplomatico-économique créé par Biden il y a 1 an et demi, aux grandes dames évidemment des Chinois. Et en fait, j'avais déjà entendu ça. Mais là, en fait, le diplomate vous répond. Mais pourquoi serions-nous rancuniers? Apocalypse Now, quoi. J'ai vu le film. Et là, vous faites sympa avec lui. Vous avez vraiment souffert. Mais il vous dit, vous prend pour un gros naïf, et il vous répond, mais nous avons humilié les Américains. Nous avons démontré que nous étions bien plus puissants qu'eux. Et par conséquent, aujourd'hui, nous sommes magnanimes. Et ils viennent chercher notre aide. Ah, j'en reste baba. Et ça, c'est des représentations lacostiennes. Et au fond, c'est pas bête. Et le fin du fin, c'est que, et pour continuer de te répondre sur Israël et l'Azerbaïdjan, le Vietnam, aujourd'hui, craint infiniment plus le retour d'une influence qui serait, comme pendant des siècles et des siècles, une influence très coercitive de la part du voisin chinois, bien évidemment, et pas américain. Et à l'époque, c'est Huntington, qui est un collègue américain, mais n'importe quoi, qui, dans son choc des civilisations, se payait en plus le luxe de faire des grands ronds, enfin des grandes masses humaines, sur la base tout à fait consternante sur le plan géopolitique et humain de la couleur de peau. En gros, il mettait les jaunes dans un tas, dans une patate, comme on disait en 5e. Dernière fois que je fais des maths, c'est en 5e. Voilà. Les Africains, l'Afrique, il y a tellement d'Afriques différentes. Mais vous le savez, vous êtes des gens cultivés, mais pas lui, visiblement. Et il faisait ça. Or, ne serait-ce que le Vietnam et la Chine, mais bien sûr, l'Azerbaïdjan et Israël démontrent, et ça c'est plutôt sympa, qu'il ne faut pas souscrire au choc des civilisations. Merci à vous deux, vraiment merci. Y aurait-il des questions pour Chloé et pour Frédéric? Combien on prend de questions? 4-5. Bonjour, merci en tout cas. Moi j'ai une question pour Frédéric Ancel. Je trouve que globalement, vous n'avez pas tous les deux répondu quand même à la question qui était affichée, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers une 3e guerre mondiale? Pour autant, j'avais une question sur la Chine, apparemment qui vit une crise immobilière sans précédent. Est-ce que cette crise peut soit être préjudiciable à l'avenir du président Xi, soit ralentir les désirs hégémoniques de la Chine? Je vais reposer la question qui vient d'être posée en la précisant. Conclusion, on fait la guerre avant le climat ou on fait le climat avant la guerre? J'ai vu une question par là. Oui, moi j'avais une question plutôt à l'attention de Chloé. C'était intéressant de dire qu'elle était la génération qui a vécu des crises. Donc en fait, est-ce qu'on peut espérer, et que devant ces crises, les nouvelles générations auront une vision différente? Est-ce que ces crises sont vécues de la même façon dans tous les pays du monde? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir en se disant les nouvelles générations arriveront à passer par-dessus cette puissance plutôt armée? Bim, 3e question. Oui, bonjour. Moi, ma question, ça porte sur les missiles Sarmat, en fait, parce que j'ai regardé sur Wikipédia pour m'enseigner. Énorme puissance de ces missiles, c'est assez effrayant et il semblerait qu'ils ne sont pas arrêtables. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu un monsieur là-bas. La dernière question. Non, là. Devant, on m'a dit une dame. Dernière question. Oui, enfin moi j'ai bien entendu la nuance dissuasion, enfin la compréhension de dissuasion. 413 milliards jusqu'à 2030, alors bon, c'est rien des milliards, bon, mais ça me préoccupe beaucoup. Quand on dit tu veux la paix, quand on disait tu veux la paix, prépare la guerre. Enfin, moi je suis adhérente du mouvement de la paix, mais je dis tu veux la paix, prépare la paix, et à minima, parce que là il y a tout l'international qui me préoccupe, mais à minima, dans notre pays,
nous sommes, nous, mouvement de paix, très méprisés, très ignorés. L'éducation à la paix, dissuasion, j'entends. Maintenant, les sommes et tout ça, j'entends beaucoup moins. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éduquer vers cet échange international? Quand on voit ce racisme qui monte, enfin, tout ça, même le rejet de celui qui vit dans la misère à côté de chez nous, on ne le rejette pas complètement, mais bon, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être un peu mieux loti. Comment des forces politiques, à minima, peuvent s'engager pour qu'on ait aussi, un ministère des Affaires étrangères, un ministère machin, la Défense, et un ministère de la Paix. Enfin, c'est peut-être grandement demandé, mais qu'on intègre dans les programmes scolaires, plus que le SNU, parce que c'est aussi mon souci, là, parce que personne n'en parle, service national universel, qu'on intègre ces notions citoyennes à la paix, la relation aux autres, la construction ensemble, dont on débat depuis 2 jours ici. Alors, il y a 2 questions très proches auxquelles je répondrai, puis les autres, je laisse Chloé répondre. Celle concernant la question et la rigueur intellectuelle est de votre côté, cher monsieur. En fait, on a comploté avec Chloé. On laissait la question, en fait, on a fait passer plein de choses comme ça. On vous laissait vous la reposer et on a gagné du temps. Tu pourrais acquiescer quand même quand je dis un mensonge, comme sinon je vais me retrouver tout seul. Donc, je pense que... Non, je suis tout à fait convaincu qu'on ne va absolument pas du tout vers la Troisième Guerre mondiale pour 2 raisons. D'abord, ce n'est pas une question d'optimisme ou pas, je suis assez mesuré, ce n'est pas le problème. J'essaye de parler, on va dire, allez, objectivement. La première raison, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de canaux de négociation, d'une part, et d'autre part, de nature de négociation entre... D'abord, les États. 193, il n'y a jamais eu autant d'États. Et tout le monde négocie, tout le monde en permanence. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un Colincourt dans une calèche pour faire 800 bandes pour aller demander au tsar s'il fait la paix ou la guerre. Okay, donc en 3 tweetos, un tout petit peu, en 3 Twitter, un tout petit peu, enfin, je sais pas, verrouillé, quoi. Poutine, s'il veut parler à Biden, il l'a en quelques secondes. Donc, tout le monde discute avec tout le monde. C'est vachement intéressant parce que tendanciellement, c'est pas la panacée, mais tendanciellement, tant qu'on trouve encore un intérêt à négocier, tendanciellement, on ne fait pas ou pas encore la guerre. Et donc les États discutent entre eux, je vous l'ai dit, les groupes d'États discutent entre eux, mais les infra-États discutent entre eux aussi. Alors c'est vrai notamment des ONG, c'est vrai des milliardaires qui disposent maintenant de la capacité de faire sortir des fusées, les États et les non-États. Donc tout ça vous donne un maillage proprement stupéfiant. Alors, tendanciellement, je le répète, je suis prudent, c'est un adverbe prudent, c'est plutôt pas mal. Deuxième raison pour laquelle il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, c'est que, pas au sens où on l'entend, après sur le plan climatique, je laisse Chloé répondre, c'est, moi je parle au sens traditionnel du terme, c'est la dissuasion. La dissuasion que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus seulement 1947, 1991, c'est daté, c'est signé, c'est Sciences Po, c'est livre d'histoire géo, d'accord. Non mais, la dissuasion avec un petit dé, elle existe au quotidien, entre un nombre impressionnant d'États qui aimeraient bien se faire la guerre, qui sont en litige très dur. Le Maroc et l'Algérie, les frontières sont fermées, les relations sont très très dures, elles sont glacées. Les rapports entre le Rwanda et le Burundi aujourd'hui, mais c'est glacé. Les rapports entre la Chine et l'Inde, en juin 2020, il y a eu des combats et il y a eu des tués, mais ça n'a pas dégénéré. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu des tués. L'immense bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu l'impossibilité qu'il y ait davantage de tués. Pourquoi ? Parce qu'on a interdit aux soldats d'ouvrir le feu. Comment ils ont fait pour se tuer ? Du taser, des bâtons, des barres de fer, des coups de poing. Alors, je suis très triste pour les soldats qui ont perdu la vie et pour leurs familles. D'accord ? Vous voyez bien où je veux en venir. Entre l'Inde et la Chine, ça aurait pu être l'apocalypse et entre parenthèses, on n'aurait sûrement pas été épargné. Il n'y a pas eu, et on a interdit depuis 1962, la dernière guerre entre les 2 pays, on a interdit d'ouvrir le feu. C'est quand même sympa. On n'interdit pas de se faire la guerre, mais avec des fléchettes. Écoutez, franchement, donc ça veut dire quelque chose, cette dissuasion. Ça veut dire que de plus en plus d'États, je répète tendanciellement, font de plus en plus attention ces dernières années à éviter de trop s'approcher du bord du gouffre. Eh bien ça, c'est plutôt sympa. Et la deuxième, et d'ailleurs, je réponds en même temps pour ces fameux missiles. Vous savez, un missile peut toujours s'arrêter. Moi, on me parlait il y a 2 ans et demi, il y a 18 mois, enfin avant la guerre en Ukraine, de ce fameux missile russe qui était une véritable danseuse, qui pouvait faire 7 fois le tour de la Terre, qui se déhanchait, qui passait sous les avions, au-dessus des radars, et qui finalement allait nous pourrir. Je ne l'ai même pas vu
sur la place le 9 mai, déambulé l'an dernier. Cette année, ça a carrément été annulé. Mais l'an dernier, le jour de la victoire de la Grande Guerre patriotique, on ne l'a même pas vu. Vous savez quoi? Je ne sais même pas s'il existe. Donc moi, je me méfie beaucoup des missiles qui peuvent pas. La vérité, surtout du côté russe pour l'instant, c'est que pour l'instant, on ne sait vraiment, mais vraiment pas ce qu'ils valent. Je mettrais dans le même sac les bateaux chinois, certes. Et je crois d'ailleurs que c'était potentiellement l'une de tes questions. Oui. Chaque année, la marine chinoise met l'équivalent, tous les 4 ans, l'équivalent de la marine française sur la mer. D'abord, c'est pas très difficile, malheureusement, parce qu'on n'a pas grand-chose. Mais surtout, qu'est-ce que valent ces navires de guerre chinois? Non seulement on n'en sait rien parce qu'ils s'entraînent avec très très peu de puissance puisqu'ils n'ont pas d'alliés sauf la Corée du Nord qui n'a pas de bateau. Donc on n'en sait rien. Et par ailleurs, dans l'histoire, la Chine n'a strictement aucune tradition militaire navale. Bon, écoutez, militaire navale, oui. Donc il faut être sérieux. Aujourd'hui, il n'y a pas je pense, j'espère mon Dieu ne pas me tromper, il n'y a pas de risque réel pour ces 2 raisons ou 2 raisons et demie de basculer dans une 3e guerre mondiale. Et mon dernier mot sera le suivant. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'absolu ici. Il y a avec les naïfs, il y a avec les enfants et les fanatiques qui croient dans l'absolu. Donc quand vous étudiez, quand vous observez une situation géopolitique, demandez-vous comment ça se passait avant et comment ça se passe ailleurs. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les observateurs qui disent « Ah mais alors, monsieur, depuis 18 mois, pratiquement un rythme quotidien ou multi-quotidien. Monsieur Ancel, la guerre en Ukraine, c'est le retour de la guerre. » Je fais un effort pour ne pas me fâcher. Parce que c'est des gens qui ont juste jamais regardé ce qui s'est passé en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement dans l'Afrique des Grands Lacs, dans les années 90 et 2000. Amnesty International, dans son immense sérieux et gloire à elle, n'est pas capable, et elle n'en peut mais, de donner une fourchette plus précise que 5 à 6 millions de morts. Je ne vous parle pas de 5 à 6 000, dans une région où les gens ne sont pas nécessairement plus fous ou plus violents en naissant qu'en Europe ou qu'en Océanie ou que sur la planète Mars. Mais la guerre n'a jamais totalement arrêté. Alors évidemment, si on regarde que ce qui se passait sur le continent ouest européen du Nord, oui d'accord, le Benelux, c'est calme. Non, enfin écoutez, il faut être sérieux. Donc là, aujourd'hui, ça se passe, je reprends mon adverbe une dernière fois, tendanciellement moins. Quand vous regardez ces dernières années scrupuleusement, malheureusement, il y a l'Ukraine, malheureusement, il y a le Yémen, malheureusement, il y a eu l'Éthiopie, donc tout le monde se fout complètement. Et maintenant, il y a Eh bien, quand même, c'est plutôt moins grave en nombre de guerres et en létalité, comme je vous le dis, j'ai bien bossé le sujet, je ne suis pas un optimiste BA, vous avez pu vous en rendre compte, qu'auparavant. Donc c'est déjà mieux, et moi, je me fonde sur ce mieux pour être résolument optimiste. Merci déjà pour vos questions. Je trouve que vous avez très bien parlé, madame. Franchement, vous avez dit beaucoup de choses que je partage. Et vous avez dit notamment, ceux qui sont pour la paix ne sont pas écoutés, voire sont ridiculisés. Et je comprends mais tout à fait ce que vous dites et ce que vous voulez dire, parce que je le vis moi aussi. Et je prends un exemple, une anecdote. Quand sur Twitter, j'écris ce que je vous ai raconté là, sur le fait que l'Europe doit être une puissance de médiation, de construire... J'ai souvent un ancien ambassadeur que vous devez connaître peut-être, qui s'appelle Gérard Haro, qui est notre ancien ambassadeur aux États-Unis, qui systématiquement répond à mes tweets en disant « Herbivore dans un monde de carnivores, bon courage ». Donc, il tente de me ridiculiser en disant voilà, donc la paix, c'est les herbivores, quoi. Ceux qui sont forts et qui ont raison, c'est les carnivores. Là aussi, ça véhicule des clichés que, pardon, vous allez croire que c'est une obsession, mais des clichés virilistes de ce que sont les relations internationales. En gros, si vous êtes pour la paix, vous êtes faible. Si vous allez au conflit et que vous êtes dur et que vous êtes prêt à en découdre, vous êtes fort. Et cette espèce de vision du monde, herbivore versus carnivore, comme si les peuples étaient des animaux dans une jungle prêts à se dévorer, est une vision des relations internationales, mais véhiculée partout dans les médias, notamment par M. Hubert Védrine, qui ne cesse d'utiliser cette métaphore herbivore versus carnivore. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, parce que les réalistes, pour faire leur prescription de sécurité, pour nous dire « mais il faut s'armer, il faut s'armer, il faut s'armer », ils partent d'un constat qui est celui d'un monde anarchique, profondément dangereux, où il y a des carnivores qui veulent s'entre-dévorer. Ils partent de ce constat-là. Ils ont une certaine vision de voir le monde comme présupposé à leur pensée et à leur prescription. Et ils pensent que leur vision du monde
est universelle, est la bonne, etc. Jamais ils ne la remettent en question. Et en fait, ils laissent très peu de place à la pensée de la paix. Donc je pense qu'il faut déconstruire le discours de ces messieurs et le contredire. C'est ce que j'essaie de faire modestement, parce que bon, je m'adresse quand même à des gens qui ont été ambassadeurs, qui sont puissants. Il y avait une interpellation sur la nouvelle génération. Bon, bah, c'est pas que la nouvelle génération elle est meilleure que les précédentes. Je veux dire, c'est pas le sujet. Mais c'est qu'on a un vécu qui est différent. Nous, on est une génération qui ne croyons pas vraiment aux grandes idéologies. On a un côté aussi où on est né avec les réseaux sociaux, l'Internet. Mais je pense qu'on est aussi une génération avec une sorte de sentiment du tragique, quoi, parce qu'on a le mur climatique en face de nous. Et ça nous inquiète profondément. Si je vois, par exemple, la génération de mes grands-parents, moi, j'ai encore la chance d'avoir un papy qui a 93 ans. Il est né au début des années 30. Et lui, bon, bah, sa génération, il a connu les privations, il a connu la guerre parce qu'il était en Normandie, la guerre en Normandie, les bombardements américains auxquels il a survécu, il a souffert de la faim, de tout ce que les gens ont vécu à cette époque-là. Et puis ensuite, bah, lui, sa génération, c'était une génération qui voulait s'enrichir, qui voulait cumuler des biens, qui a soudain découvert la voiture, le frigo, puis ensuite l'Internet. Enfin, lui, moi, je lui dis, c'est incroyable parce que pour le coup, la génération de nos grands-parents, c'est incroyable à quel point vous avez dû vous adapter. Je pense qu'il n'y a aucune autre génération dans l'histoire de l'humanité qui a vécu autant de changements que vous, quoi. C'est-à-dire que vous avez vu tellement de choses arriver, tellement de choses qui ont bouleversé la face du monde. Alors que nous, bon, ça stagne un peu plus, il y a des grandes ruptures, des grands bouleversements, mais on est entretenu comme ça dans une forme de pessimisme. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une tâche de déconstruire, mais aussi de reconstruire, de proposer un monde nouveau. On s'y attelle, je ne sais pas si on y arrivera. En tout cas, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il faut qu'on prenne notre place. Parce que justement, à travers ce qu'on a vécu, l'ensemble des crises, on a une vision un peu désabusée, désenchantée. Vous savez, c'est la chanson de Mylène Farmer, « Génération désenchantée ». Je pense que c'est ce qui nous qualifie. Et donc, on va regarder les problèmes de façon très pragmatique et essayer de les résoudre. Je ne sais pas si on y arrivera, en tout cas j'espère, et je vais tout faire pour à ma petite échelle. Et puis enfin, il y avait une interpellation aussi, la guerre ou le climat. Alors je ne sais pas si je comprends très bien ce que vous voulez dire par là. Évidemment, si je dois choisir entre la guerre et le climat, je choisirai le climat. Mais vous posez quand même une question intéressante, c'est-à-dire qu'on consacre énormément d'argent, des milliards, à s'armer. Et ça nous conduit à faire des arbitrages budgétaires et à préférer financer la défense plutôt que les services publics, plutôt que la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un fait. Et il y a même des chiffres qui sont produits par l'ONU qui montrent que, et vous allez croire encore que c'est une obsession, mais les pays où il y a le moins de femmes au pouvoir sont ceux qui dépensent le plus dans la défense et le moins dans les services sociaux, et inversement. Et en fait, il y a toujours, c'est la vérité, pour les pays qui dépensent plus dans leur défense, un sacrifice qui est fait sur d'autres postes de dépenses, services sociaux et climat. Donc nous, on a quand même un enjeu, notamment en Europe. On commence à dépenser plus pour notre défense, et je pense que nous avons raison de le faire, vu les menaces qui sont à nos portes. Mais il ne faut pas qu'on oublie pour autant de dépenser pour le climat et puis pour nos services publics. C'est la Banque centrale européenne qui nous dit qu'à l'échelle européenne, il faut dépenser 500 milliards d'euros par an jusqu'à 2030 pour faire face au réchauffement climatique. La bifurcation écologique, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et donc la question, c'est déjà qui paye. C'est pas, à mon avis, aux plus pauvres qui polluent le moins et qui subissent le plus les conséquences des pollutions qui doivent payer. Il faut faire payer les plus riches, ça c'est mon avis. Mais il faut trouver cet argent. C'est très important. Et donc il faut faire attention à ne pas tout sacrifier aux dépenses militaires et à garder de l'argent pour le climat, mais aussi pour l'aide au développement, pour les services publics, et ainsi de suite. Puis voilà, ce sera mon mot de la fin. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé. Et puis merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous deux. Merci.